Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie de la rediffusion du live du plomb qu'on avait fait avec Plantophage et le bruit des racines. Dans une première partie, vous avez pu voir tout ce qui concernait un petit peu les pesticides, les insecticides, l'acétamipride, etc., les problématiques de santé et environnementales et sur l'impact sur la biodiversité. Dans cette deuxième partie, on va parler plus spécifiquement des mégabassines de la gestion de l'eau, mais aussi des élevages et un petit peu du modèle agricole. Vous verrez, ça va être fort intéressant. On n'a pas eu le temps de tout faire, par contre, ce qui était prévu, donc peut-être un autre live va se profiler, je ne sais pas trop encore la date, mais on va essayer de mettre ça en place. Et en tout cas, profitez bien, n'hésitez pas à mettre, si ça vous a plu, un petit like, un petit commentaire, bien évidemment. Et puis, j'espère que vous allez apprécier. Allez, profitez bien. Salut tout le monde. Donc, l'eau, sans transition. Ouais. Nous allons passer à un autre sujet. On a déjà passé beaucoup de temps sur la première partie. Je ne sais pas si on pourra tout faire. On va essayer de faire les sujets principaux en tout cas. On va parler des mégabassines et de la gestion de l'eau. Avant d'attaquer l'enregistrement vidéo, je vous mets dans le chat deux liens de deux vidéos qui ont été faites par l'Argumentarium. Je vous confonds, ça y est. L'Argumentarium. Vous pouvez retrouver ces deux vidéos sur sa chaîne YouTube qui va dire un petit peu ce que dit la science et ce que ne dit pas la science. Donc les connaissances qu'on a déjà sur le fait d'accumuler de l'eau dans des grands bassins, etc. et l'impact que ça peut avoir et ce qu'on ne sait pas encore, parce qu'évidemment il y a toujours des choses qu'on apprend en sciences. Et ça datait d'il y a quelques temps, ça a peut-être un peu évolué, mais c'est dans l'ensemble, on va dire que c'est encore complètement d'actualité. Et surtout, après, on va parler de ressenti, mais là, c'est pour vous donner un petit peu des faits scientifiques et avérés sur ce qui est connu par la science. Je vous laisserai regarder ça de votre côté, si vous ne l'avez pas vu. Mais je vous conseille d'ailleurs généralement ce que propose l'Argumentarium. C'est très très qualitatif en termes de recherche et de vulgarisation. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et si je peux me permettre, du coup, la dernière vidéo de l'Argumentarium, c'est une vidéo sur le bio Oui. qu'on a fait ensemble. Je sais plus comment on parle. Enfin, ça c'est la première partie, donc c'est essentiellement lui qui a travaillé dessus, et moi je suis en train de travailler sur la deuxième partie qui sortira quand j'aurai le temps de la finir. Je m'engage pas sur une date, mais voilà, donc ce sera deux vidéos complémentaires. La sienne est déjà sortie sur le bio, et voilà, si vous voulez plus d'infos sur le sujet, n'hésitez pas à y aller. C'est ça. Et je vous mets aussi sa vidéo qui compare un peu des scénarios pour les gens qui ne pourront peut-être pas rester trop longtemps. N'hésitez pas à la regarder, ça montre notamment divers scénarios sur des changements de modèle agricole au niveau européen. Donc c'est quand même un espace assez grand. Et ça montre que c'est complètement possible de changer et qu'on ait de quoi se nourrir sans difficulté. On va parler où maintenant ? Alors, attends, je vais remettre le truc comme il faut. Et j'ai posé des questions relatives à tout ça à mes invités qui ne pouvaient pas venir là. Et du coup, on a parlé, ils ont exprimé leur ressenti sur le cas des méga-bassines. Et on a aussi parlé des éventuelles tensions que ça pouvait générer, la question de l'eau, notamment avec la personne qui est ouvrier agricole. Des tensions en termes de vis-à-vis des autres personnes, des gens qui occupent le territoire. Et puis on parlera des alternatives éventuellement qui existent. Alors attendez, je mets ça en plein écran. Et normalement, on est bon. Ah non, c'est pas la bonne scène. Ça y est, la fatigue est présente. C'est celle-là. On coupera le montage. J'avais rien vu. Et c'est parti pour les mégabassines et la gestion de l'eau. Première partie sur les pesticides. Ah, si ça veut bien se lancer. Pourquoi ça ne se lance pas ? Ah, parce que je suis avec le lecteur intégré, je ne sais pas pourquoi. Première partie sur les pesticides. Maintenant, on va parler de la gestion de l'eau. Comme la première partie, tu en parles si tu te sens légitime, si tu as envie d'en parler. Exactement pareil. Donc la loi, en plus de ce qu'on a parlé avant, va faciliter l'installation des méga-bassines. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, personnellement, ce fait ? Écoute, j'ai toujours rêvé de m'installer en petit paysan et de devoir me battre pour obtenir de l'eau.
avec... voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais si, globalement, en vrai, ça va être un... C'est pour ça, ouais, tout à l'heure, en vrai, j'ai peut-être fait un lien trop rapide, mais j'aurais peut-être dû parler de ça. J'aurais peut-être dû attendre qu'on parle de ça, justement, par rapport à la diminution du nombre de paysans au profit de gros. Au final, je pense que ça va motiver ça, en fait. Puis surtout, enfin, je sais plus trop où j'ai... Alors, je ferais retrouver l'article ou l'étude, mais en Espagne, il me semble que c'est globalement un échec, ce genre de méga bassin. Ça apporte juste de la sécheresse. Pour la sécheresse, c'est de l'eau stagnante qui du coup détruit la biodiversité parce que de toute façon, l'eau stagnante, bah, c'est pas bon. Ça apporte des maladies, etc. Enfin, bon, ok, la biodiversité, c'est genre des bactéries toxiques, des algues vertes. Bon, c'est pas potable, c'est pas vivable pour les animaux. Donc oui, ça va juste apporter de la sécheresse. Et surtout, il faut savoir un truc, c'est que l'eau, c'est important pour la structure du sol. Et une structure du sol, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour la structure du sol. Et si tu mets une structure du sol, c'est un truc tellement, on va dire, c'est une machinerie euh, tellement complexe que si tu casses un truc, euh, t'es bon pour qu'il soit terminé pour des centaines d'années. Enfin, j'abuse peut-être un peu en centaines d'années, mais enfin, dans ma tête, il me semble que centaines d'années, j'abuse pas en fait. Mais c'est des trucs comme ça, c'est un peu un risque Tu à peux, casser la structure du si sol, tu as envie de dire des trucs pour à la l'interface, je sais que le compacter, sol, ce genre de choses, parce que du coup l'eau n'hésite faisait pas. des galeries avec les vers de terre, etc. Je vais pas non, non, je vais pas passer trop de temps dessus, mais je valide, ce qu'il dit, hein. Un sol, c'est plusieurs centaines d'années pour qu'il se forme, voire des milliers d'années, ouais, effectivement. Mais c'est détruit en 5 minutes, hein. Si tu t'y mets bien, si tu fais bien tout comme il faut, tu détruis ton sol en 5 minutes. Et pour le rattraper derrière, alors en vrai, ça peut se faire, mais ce sera jamais tout à fait la même chose, mais il faut vraiment les bonnes pratiques Mm. et c'est pas du tout les pratiques agricoles actuelles. Mais voilà, du coup, il parlait de structure du sol pour faire très vite. Il y a différentes particules dans le sol. La structure, c'est la manière dont les particules se placent les unes par rapport aux autres. Typiquement, tu prends du sable dans tes mains, bah, il va te glisser entre les mains, mais si tu rajoutes de l'eau sur le sable, il va tenir, tu pourras même faire des châteaux de sable. Voilà, ça c'est une différence de structure juste avec l'eau. C'est Mm. exactement pareil dans les sols, d'ailleurs il y a du sable, hein, dans le sol, hein, c'est pas voilà. Voilà, pour vous imaginer un petit peu comment ça fonctionne. Merci, petite précision, c'est important. Si t'as plus d'eau, bah, t'as plus de vers de terre parce qu'ils vont finir donc ton sol il se compacte, il se craquelle et à la fin c'est une désertification qui nous attend. Donc non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je désire. Et donc les méga, enfin au final, je trouve les méga bassines c'est juste en fait c'est juste une volonté d'accumulation comme toujours. De toute façon, on peut constater ça au Chili où les sources d'eau sont privatisées. Euh, les gens ils galèrent à avoir de l'eau, ça désertifie les sols de partout, la biodiversité recule. Ça, c'est... Et en fait, tu as juste d'énormes barrages. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais tu as d'énormes barrages. En fait, c'est que de la flotte, et c'est de la flotte qui est inaccessible. Et le méga-bassine, pour moi, c'est un peu ça, mais en plus petit. C'est juste une structure qui va être là pour les gros agriculteurs, qui va en plus va être à des disponibilités, surtout en fait, des personnes qui vont être déjà euh, dans les bonnes vues des institutions du coin, parce que je sais pas trop qui aura la charge des méga-bassines, mais je doute que ce soit l'État. Je doute très fortement que ce sera l'État. Tout simplement parce que bah, l'État aujourd'hui c'est une gouvernance très libérale et l'avenir, je pense, ce sera encore une gouvernance très libérale. Donc ce sera pas l'État. Donc ce sera quelqu'un d'autre, j'imagine. Certainement, je sais pas, le syndicat ou peut-être juste des propriétaires agricoles du coin. Et du coup, ils auront cette eau, les autres l'auront pas. Ou alors, il faudra qu'ils aillent mendier. Et à partir du moment où tu commences à mendier une ressource qui est censée être disponible normalement dans la nature, bah, je pense que c'est grave. Et je pense que dans ce cas, à ce rythme-là, si t'es un petit paysan et que t'es obligé d'aller mendier
auprès du gros du coin, bah autant que te laisser avaler par le gros et devenir un de ses ouvriers, ce sera plus simple. Donc, vous Ouais, voyez, bah, on l'a déjà. une vision effectivement pas très optimiste, mais réaliste, hein. C'est ce qui se passe un peu, hein. On l'a vu avec les luttes qui ont eu lieu pour les méga bassines dans l'ouest là. Bah, c'était littéralement les gros agris qui se sont mis d'accord entre eux et tous les petits, ils n'avaient plus le droit à l'eau, quoi. En termes d'appropriation, voilà, on se pose là, hein, clairement. Vous avez certainement un petit peu entendu parler de ça. C'est des questions aussi qui se posent. C'est en plus de détourner potentiellement des cycles de l'eau, c'est cette question-là il y en a qui s'accaparent l'eau au détriment des écosystèmes, d'autres agriculteurs et des citoyens globalement. Donc ouais, ça va pas être des trucs gérés par l'État, ça sera des groupes locaux. C'est vraiment ça, des groupes locaux, de barons locaux qui vont récupérer les trucs, qui vont acheter le droit de pouvoir utiliser l'eau littéralement. Donc ouais, je pense il y a une partie de financement public, mais c'est complètement privé à la fin, souvent, la plupart des cas. En plus, il faut s'imaginer que les méga-bassines, si on les appelle comme ça, c'est pas pour rien. On utilise le terme retenue d'eau, mais retenue d'eau, c'est le terme un peu générique. Créer un étang, c'est une retenue Oui, d'eau, c'est en fait, en quelque Mm. sorte. Là, on parle de 12 hectares. Entre 8 et 12 hectares. Voilà, c'est énorme. 12 000 mètres carrés. C'est vraiment de très, très, très grandes surfaces. On pourrait littéralement implanter 12 maraîchers sur la même surface. Mais non, Ouais. on préfère tout imperméabiliser, mettre du plastique et pomper la flotte de la nappe phréatique pour la mettre là-dedans. Et, ouais, c'est encore une fois, là aussi, quand c'était il y a quelques mois ou l'année dernière, les méga-bassines étaient dans l'actualité, beaucoup détournaient le sujet en mode « Oh, c'est un problème scientifique, je sais pas quoi ». Là encore, c'est un problème politique. C'est un... J'ai dit quoi? Non, un hectare, c'est 10 T'as 000 dit mètres 12 000, carrés. ouais, c'est 120 000. Non, c'est ça? Oui, du Attends. coup, Oui, c'est ça. un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc 10 000 fois 12, 120 000. bah, c'est ça. Je me suis planté C'est pas grave, tête. c'est pas grave. On a compris que c'était 120 beaucoup, 000. c'est le plus important. C'était 120 000. Pardon. Mais voilà, donc ouais, c'est pire encore de ce que j'ai dit. Bref, 120 000 mètres carrés. Mais bref, ouais, donc encore une fois, c'est un sujet politique parce qu'on parle de privatiser une ressource naturelle, une ressource commune et qui se fait rare en plus, hein, parce qu'on parle d'eau potable ou de l'eau qu'on peut facilement potabiliser et vu le contexte Bah là, il y a réchauffement des climatique, restrictions etc. d'eau en ce moment, de Voilà, plus en plus marquées là. voilà, c'est vraiment Je sais pas si tu peux retrouver la carte. pas une super idée, quoi. Et c'est ce que j'ai écrit en commentaire, on est sur du capitalisme au sens littéral. À savoir, le capitalisme, c'est vraiment l'accaparement de capitaux par quelques-uns. Sauf que là, les capitaux, c'est sous forme de ressources en eau. Donc c'est vraiment l'accaparement de la ressource de base au profit de quelques-uns et le reste de la population, ils vont se faire voir, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment ça. Puis il évoquait un autre truc qui aussi pose problème, c'est que des fois il y a l'argument, oui, mais ça crée une zone humide, potentiellement, pour le vivant, etc. Comme tu disais, c'est du plastique qui est foutu là-dedans. Potentiellement, le seul truc que ça peut créer, ça peut faire un développement de micro-organismes potentiellement dangereux pour d'autres êtres vivants, et ça va pas créer, tu vas pas avoir des plantes, c'est pas un plan d'eau, c'est pas un étang, quoi. Le but, c'est juste de mettre de l'eau là-dedans et de le garder. Et qui sera pas forcément gardé, parce qu'en période quand il fait 40 degrés, c'est pas couvert, ça. Donc l'eau, elle s'évapore. Enfin, c'est vraiment... il n'y a rien qui va. Je cherche des arguments pour, c'est compliqué hein, quand même d'en trouver, on va être honnête. À part que certains gros aient une forme de ressource, il n'y a pas trop d'autres arguments, quoi. Et puis on va voir ce qui est rajouté derrière, je me rappelle plus comment on a poursuivi l'intervention. Mais ça va être un peu poussé, vous allez voir. Je vérifie les questions que j'ai posées.
Ah oui, on va parler des conflits éventuels, je crois, après, qui sont observés. Je sais pas si tu as quelque chose à dire, toi, Solène. Je sais pas si t'es là. Tu es revenu, hein, normalement. Non, je j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Enfin, je suis complètement d'accord avec, ce que Raz, dit Ouais. et également, Quantophage, c'est et encore une fois, ben, voilà, c'est sûr que c'est toujours les mêmes, en fait, qui sont favorisés, que quand il y a des restrictions, bah, comme là, on vit en ce moment dans le Morbihan. Je sais plus à quel niveau on est, mais il y a une échelle, de priorité, c'est-à-dire que c'est avant tout les monocultures, céréalières qui sont favorisées, pour, l'élevage puisque, ben, en fait, ça va essentiellement à l'élevage ou à l'exportation et c'est aucunement, dirigé vers la consommation, humaine. Hem Et donc bah, du coup, pour les gens, comme moi, même si la tisane, c'est censé être, enfin, on est quand même considéré comme de l'alimentaire, on n'est absolument pas prioritaire sur l'eau et pareil pour les fleurs et mais comme je le dis aux gens qui me posent des questions, sur les marchés notamment, moi s'il y a restriction, je n'arrose pas en fait et c'est Mm. des choses acceptées. Heu, on n'est pas là pour s'acharner à faire pousser des choses alors qu'en fait, il y a un réchauffement climatique et qu'il y a aussi des priorités, notamment en termes de vie, humaine, mais pas seulement en fait, en termes de vie tout court et on en avait parlé ensemble, alors je sais plus si c'était sur un de mes lives où tu m'avais sollicité, par rapport à un article qui était sorti et dont tu avais parlé dans ta revue de presse sur un producteur de tulipes dans le nord de la Bretagne qui est très, très connu ici et qui sont vendues comme des tulipes, bretonnes, notamment dans les supermarchés, mais aussi, dans les grosses enseignes de fleuristes et eux, en fait, ils ont été condamnés 2 fois, notamment pour, de l'utilisation illégale de pesticides qui sont interdits en France, mais aussi en Ouais. Europe. Et aussi pour avoir capté de l'eau, dans des retenues d'eau Ah, on a perdu Solène. Mhm. Peut-être revenir tout à l'heure, je ne sais pas. On va attendre un petit peu. Mais oui, il y a des problématiques de, comme on disait, hein, de Est-ce qu'on conservation. m'entend Ah oui, maintenant? Ah, c'est c'est bon. bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, Ouais, moi c'est j'ai bon. vraiment une connexion, erratique aujourd'hui. Mais voilà, en fait, c'est des gens qui se font condamner en Bretagne, pour, prélever de l'eau, soit dans des étangs ou, carrément dans les fleuves et cetera. C'est ultra courant et bon, clairement, il y a une forme d'impunité, qui est assez hallucinante et moi, ça me viendrait même pas à l'idée de prélever, dans un étang ou dans un ruisseau Oui, ah, ça on le voit aussi dans les ruisseaux. même si ça fait même si on est d'accord, ça fait mal au cœur, hein, de voir, ces plantes, crever, j'ai vécu, notamment, la dernière canicule, la plus grosse, où, il faisait entre 42 et 44, degrés, dehors. Moi, j'étais ouvrière agricole à ce moment-là pour, quelqu'un d'autre. Vraiment, c'était à pleurer, hein. Ça Ouais. fait mal au cœur parce que c'est quand c'est des plantes, dont tu t'occupes, depuis des mois et des mois et que tu vois, crever à petit feu sous tes yeux et que tu sais que, ben, en fait, tu pourras rien en retirer et au-delà de ça, c'était moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était de voir les pollinisateurs, qui Oui. mouraient, et que je retrouvais, sur le pas de ma porte, notamment, qui étaient morts de soif, quoi. Ça, c'est quand même hyper choquant et c'est là, en fait, enfin moi, en tout cas, pour moi, il y a pas de débat à avoir, quoi. S'il y a des restrictions, il faut que ce soit la même chose pour tout le monde et au-delà de ça, il est pas normal et il est extrêmement dangereux et choquant
d'utiliser des ressources qui devraient être mutualisées, qui devraient être à tout le monde, d'utiliser des ressources qui vont servir pour l'exportation et qui vont servir à enrichir des gens qui sont déjà extrêmement aidés, qui sont soutenus financièrement Oui. et qui sont déjà extrêmement riches. En fait, je trouve ça, c'est délirant. Et pour les méga-bassines, je trouve que c'est encore plus choquant puisque c'est des ressources qui sont essentielles à la vie du sol, à la vie tout court, qui sont essentielles à des espèces aquatiques et animales, et qui en plus, voilà, si c'est pour les faire revenir à la surface, et effectivement, comme tu disais, Wambi, qui vont s'évaporer, qui vont servir absolument à rien sauf à satisfaire l'ego de gros agriculteurs et qui n'ont absolument pas besoin de ce type de travaux. Non, parce qu'en plus, on oublie quand même de dire que ces gens-là, ils touchent énormément d'aide. Oui, on l'a pas évoqué tout à fait le fonctionnement, mais on aurait peut-être dû le faire un moment. Attends, je vais me remettre en plein écran. On n'a pas évoqué ça, mais en gros, en Europe, de manière générale, l'agriculture, ça passe par la politique agricole commune, et l'ultra majorité des aides, c'est des aides, hein, la plupart des agriculteuristes ne pourraient quasiment pas vivre sans les aides actuellement dans le système actuel. La majorité, c'est en lien avec la surface. Donc évidemment, plus tu grossis, plus tu vas toucher d'aide. Alors il y a des spécificités, etc., mais c'est vraiment le critère, on va dire, principal, c'est la surface. Et après, potentiellement, le type de culture ou choses que tu vas faire, mais la surface, c'est vraiment le truc qui sous-tend tout, quoi. Alors que ça pourrait être des choses qui sont complètement pas du tout indispensables, typiquement le maïs cultivé en plein soleil et arrosé en plein soleil pour nourrir, peut-être pour être envoyé à l'autre bout de la planète, alors que tu as d'autres trucs qui pourraient être bien plus intéressants, quoi, de mettre en avant. Donc ouais, cette question-là, peut-être que les gens n'étaient pas trop informés là-dessus. C'est ça, tu voulais passer un petit point. Ouais. Ouais, donc par rapport au chat. J'ai pas lu le chat. Non, on parlait de la superficie des méga-bassines. Que voilà, on est entre 8 et 12 hectares, donc 18 hectares, pardon, donc ça fait 180 000 mètres carrés. Et ça peut réunir beaucoup d'eau, et donc c'est autant de surface agricole qu'on perd. Et petit détail, Laurent Duplon, hein, donc le sénateur qui a coécrit cette loi, l'année dernière ou il y a 2 ans, il a eu de l'argent de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour construire un bassin de flotte chez lui. Voilà. Pas de conflit d'intérêt, donc. Sur son exploitation lui-même. Hein. Donc la région a payé, c'est Vauquiez, hein, c'est lui qui est le président de la région, a payé pour qu'il s'installe sa propre retenue d'eau chez lui. Voilà. Voilà. Voilà, ça veut tout dire. C'est bien résumé. Du plomb aux bassines, exactement. Je pense que ça, c'est le bon mot. Hop, je vais continuer la vidéo. Et là, il va nous évoquer des potentiels, il me semble, hein, justement les conflits ou les problématiques de gestion de l'eau dans sa zone. On reparlera quand je ferai de l'âge, mais effectivement, on a déjà vu les manifestations qu'il y a eu contre les méga-bassines dans l'Ouest, où c'était des regroupements de propriétaires, de gros propriétaires qui voulaient tout garder. Je pense qu'on a évoqué là. C'est déjà, ça s'observe déjà. J'espère que ça ne fera pas ça partout, quoi. Et du coup, tiens, question complémentaire, ça dépendra où tu es, si tu as suivi ça, mais est-ce que tu as observé des conflits liés à l'eau entre les usages et les usagers, les besoins écologiques, les besoins agricoles dans ta région? Non, j'ai cet avantage pour le coup, non. Ok. Et après, bon, tu veux peut-être pas dire où t'es, mais la région ou une zone très large si t'as envie, sinon t'es pas obligé de le dire. De toute façon, à mon pseudo, je pense que ça va se douter parce que de toute façon, s'il y en a qui parlent breton, ils vont rapidement capter ce que veut dire mon pseudo. Voilà, je suis en Bretagne. Ok.
Est-ce que tu as des... Alors ça, c'est si tu as des connaissances ou tu as déjà vu des trucs aussi pareil. Est-ce que tu as des alternatives éventuellement Oui, ouais, que tu as vues ou que tu penses qui pourraient être intéressantes pour la gestion de l'eau, une gestion plus équitable, on va dire, et durable de l'eau? Mais attention, de base, l'eau, ça devrait être quelque chose de public, quoi qu'il arrive. Ça, c'est ce que je pense. Au-delà de ça, pour une gestion plus équitable de l'eau, en fait, le souci, je pense, ça va être par rapport à moi. Ça va peut-être par rapport à ma manière de fonctionner. On va dire par rapport à la gestion de l'eau. Enfin, j'ai une vision, à mes yeux, la gestion de l'eau telle qu'elle est aujourd'hui, même si elle est plutôt polluée, etc. En fait, elle me convient. C'est peut-être stupide à dire, donc j'ai jamais trop cherché ailleurs. En fait, actuellement, les seuls changements que je connaisse, c'est justement les propositions de méga-vaccines, etc., que je ne veux pas parce que justement, ça irait à l'encontre, etc. Euh, donc, j'ai pas trop d'alternatives. Je pense pas être la meilleure personne pour proposer des alternatives sur la gestion de l'eau. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je connais les alternatives agricoles pour réduire sa consommation d'eau. Je connais des pratiques agricoles qui consistent par exemple avec des récupérateurs d'eau de pluie. Voilà. Techniquement, on pourrait considérer ça aussi comme des méga bassines, je ne sais pas. Je ne pense pas parce que de toute façon, nous, c'était juste des espèces de bidons, donc ça allait encore. Enfin, des cuves, pardon. Des petites cuves de je sais plus combien de litres. Et donc, je pense pas que la meilleure personne pour répondre à cette question, même si l'eau c'est une pratique très importante, je peux apporter des réponses quelques réponses pour réduire la consommation de l'eau. Mais pour ce qui est de la gestion de l'eau, à part dire que ça doit être un bien public et c'est même pas considéré comme un bien, en fait, c'est quelque chose qui est pour tout le monde, partout, qui doit être accessible autant à la biodiversité qu'aux humains, parce que tout le monde en a besoin, parce que sinon on meurt, très littéralement. Euh, J'ai pas grand chose à dire de plus. Ok, merci. Donc on a fini avec l'eau. Hop. Euh, alors, je sais pas si déjà vous, dans le chat, vous avez potentiellement des pratiques ou des alternatives à évoquer. Je vais vous recommander un live qu'on avait fait. Peut-être que vous connaissez, je sais pas si vous étiez passé quand j'avais invité Samuel Bonvoisin, qui a été invité sur la chaîne pour présenter ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative et donc des techniques pour cultiver l'eau douce, entre guillemets, c'est en gros recréer les conditions pour que notamment il y ait plus d'évaporation et de pluie sur les terres. Et ça passe principalement par recréer des paysages variés, diversifiés, avec différents niveaux de végétation, etc. Donc vraiment refaire les paysages agricoles. C'est un peu les pratiques. Et c'est un petit peu évoqué par Az. Il y a aussi quelques trucs locaux qui existent, que vous connaissez certainement, les petites bassines, des trucs comme ça pour récupérer localement l'eau. Ce qui n'est pas du tout équivalent évidemment à des méga bassines, hein, on est bien d'accord. Et recréer aussi des espaces d'eau, hein, les étangs et les mares. Quand vous avez des moments de sécheresse, c'est des espaces qui vont quand même un petit peu conserver l'eau. Donc ça peut être intéressant aussi. Je sais pas si tu as... Enfin, à chaque fois je tutoie les gens, même quand on est plusieurs, hein, c'est quelque chose quand même. Si vous avez des choses à dire en plus ou des exemples, peut-être Solène, toi, comment tu gères l'eau de ton côté? Alors, moi, j'ai surtout des pratiques agroécologiques qui me permettent de limiter les besoins en eau. De même, je favorise au maximum je diversifie au maximum les espèces, c'est-à-dire que si j'en ai la possibilité, je fais pas des planches en monoculture, même si c'est vraiment des toutes petites planches en monoculture, hein, genre on est loin du modèle agroécologique qu'on peut voir avec notamment les céréales, mais on pourrait donner l'exemple avec plein d'autres, comment dire, d'autres espèces qui sont cultivées en France, en métropole en tout cas. Comment dire, et puis ça va être du couvert au maximum. C'est tondre le moins possible. Laisser aussi les engrais verts sur place, c'est-à-dire que moi je plante dans les engrais verts que je mets en place soit en automne, soit au printemps.
Et puis, ça va être de la micro-aspersion ou du goutte à goutte. Et honnêtement, j'ai fait quasiment 2 ans sans ça et ça s'est très très bien passé. Et puis aussi, je récupère un maximum d'eau sur lequel j'installe aussi du goutte à goutte quand je peux. Ok, donc t'es pas dans des gros arrosages comme on peut voir, évidemment. Non, Je m'en doutais, hein, mais non. je me Et demandais. c'est vrai que les gens sont très très étonnés parce que c'est vrai que fleurs, dans la culture de la fleur, les gens ils associent beaucoup ça avec l'extrême arrosage et alors que en fait pas du tout. Les fleurs sont pas forcément très très friandes d'eau et en plus ça les lessive, ça les abîme et elles sont tellement gorgées d'eau que comment dire, elles pourrissent. En tout Ouais. cas, l'inflorescence pourrit très très facilement et aussi la tige elle casse très très facilement. Et Et j'ai eu le puis, cas l'année dernière parce que du coup l'année dernière on a eu un automne qui a duré 1 an. Pour résumer, hein, il a fait très 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 froid en Bretagne toute l'année, la terre se réchauffait pas et il a plu vraiment non-stop pendant 1 an. C'était aussi très flippant et vraiment c'était déprimant. Et au niveau de la culture tout court, ça a été une catastrophe. Moi, j'ai eu énormément de pertes et j'ai très très peu produit. Donc du coup, j'ai peu vendu et je me suis très peu rémunérée. Et mais en fait, c'est ça, hein, le problème, c'est qu'on est vraiment dans les extrêmes. Mais, en tout cas, voilà, pour la fleur, il n'y a pas tant besoin de ça, d'arroser. Et c'est aussi pour ça que, pour moi, c'est aussi les cultures qui devraient être favorisées, que ce soit au niveau des aides, au niveau des chambres agricoles ou en tout cas des pouvoirs locaux sur les régions, les cultures qui devraient être favorisées, c'est les cultures qui devraient être le plus diversifiées possible. Euh, Comment dire, faire tourner le plus possible les cultures et aussi des espèces endémiques locales et qui n'ont pas un grand besoin en eau. Parce que là, je voyais des gens qui parlaient du maïs dans le oui, chat. bah oui. Le maïs, c'est vraiment une culture qui est très, très demandée. Des exemples comme ça, il y en a plein. Mais en tout cas, je pourrais vous en parler plus parce que c'est sa compétence que moi. Ok. Non, oui, bah c'est. Et puis aussi, dernière chose, là, vu qu'on a des restrictions en ce moment, moi, je n'arrose pas, en fait. Et c'est ça aussi que les gens ne comprennent pas quand ils me posent la question. Ben ouais, en fait, je vais pas arroser alors que tout le monde n'a pas le droit d'arroser. Je vois pas pourquoi moi j'arroserais. Et oui, je vais très certainement perdre des fleurs. J'ai des fleurs qui sont toutes petites et qui font des tiges très très courtes et qui fleurissent très très vite parce que du coup elles sont dans un stress hydrique à Ouais. cause de la chaleur, à cause du manque d'eau. En fait, c'est des choses qu'il faut accepter aussi. Et bah oui, après, ça me fout dans la merde. Où je me vends moins, où je vends pas. Mais voilà, c'est aussi des choses que j'essaie d'accepter parce que c'est aussi le problème avec tous les bouleversements climatiques qu'on vit en ce moment. Et pour moi, il faut accepter et il faut agir en conséquence. Et ça veut dire aussi ne rien faire. Ok, merci pour ton retour. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Plantophage. Je lisais la question qui vient d'être posée. Là, qui vient d'être mis. Ah ouais, donc en gros c'est le sujet de prioriser l'eau. Bah, d'un point de vue utilitariste, oui, on pourrait dire ça, qu'il vaut mieux privilégier les cultures à destination de l'alimentation humaine. Sauf qu'on n'en est pas là. Et avant d'arrêter des cultures comme la fleur, qui ont un vrai intérêt agroécologique, hein, c'est littéralement cultiver de la biodiversité, cultiver de la fleur. Alors évidemment, sans pesticides, avec de bonnes pratiques, hein, mais faire de la fleur, c'est littéralement cultiver de la biodiversité. Et donc c'est un très gros intérêt, notamment localement, dans le contexte actuel. Je À me savoir, permets juste un truc, voilà. c'est important ce que tu dis, c'est que en fait c'est complémentaire. C'est-à-dire que si on va dans un modèle
où on aura des plus petites formes de culture, tu peux très bien t'associer entre quelqu'un qui va faire un type de culture et quelqu'un d'autre qui Ouais. va faire plutôt des fleurs, des choses comme ça. Ça fait augmenter le nombre de pollinisateurs et ça convient à tout le monde et c'est très très bien. Faut pas se focaliser uniquement sur c'est utile pour l'homme, en gros. Ça pose problème Ouais. de faire ça. Donc ouais, t'as très bien fait de relever ça. Je pense que c'est important de le rappeler. Vas-y, Ah, je te laisse. attends. Je tiens à faire une aparté Vas-y. par rapport à ça. C'est vrai que la fleur est vraiment méprisée dans l'agriculture et par aussi les gens sur les marchés parce que selon eux, en fait, c'est du superflu et ça ne sert à rien. Et pour en cultiver depuis des années et j'apprends encore tous les jours et j'observe aussi beaucoup et c'est un peu une des parties de mon métier qui me passionne parce que ayant été formée à la biodiversité et notamment à la faune sauvage, je me lasse pas en fait de voir revenir des espèces, notamment les insectes, des espèces que je voyais plus depuis un moment et c'est aussi pour ça que je favorise certaines espèces sauvages, comme par exemple le patoire chanvrine, qui font aussi partie des fleurs qui avant étaient utilisées donc notamment dans le textile, mais aussi en pharmacologie et du coup, voilà, c'est un petit peu comme beaucoup de choses, certaines plantes, on les délaisse parce qu'elles sont plus commercialisables ou en tout cas elles ne génèrent plus de profit. Et c'est une espèce qui est ultra essentielle et vitale pour beaucoup de papillons notamment. Et comme les écailles villageoises et les écailles sanguines, entre autres. Et du coup, moi, je les garde exprès et j'en mets le plus possible partout. Je les laisse se grainer sur place. Et au-delà de ça, même une simple marguerite, de la lavande. Je pourrais même pas dire le nombre d'espèces que je fais parce que La j'en lavande, ouais. cultive plus de 80. Très important aussi. Sans parler des espèces médicinales et aromatiques. Là, je prends que les fleurs. Je fais plus de 80 espèces différentes. Et grâce à ça, en fait, je vois revenir des insectes sur ma parcelle. Et voilà, chaque fois, je verse ma petite larme de joie parce que je me dis, ouais, mon travail, il sert à quelque chose. Et pourtant, il y a des gens sur les marchés ou même dans le grand public, et notamment de la part des gens qui se disent militants et qui sont écolos, etc., qui sont extrêmement violents avec moi en disant, mais en fait, ce que tu fais, ça sert à rien. Non, c'est pas vrai, en fait. C'est peut-être pour toi, peut-être que pour toi, ça te fait pas plaisir d'avoir un bouquet de fleurs chez toi, et je comprends. Moi aussi, j'étais comme ça avant, mais du coup, j'ai aussi appris à voir qu'une fleur, même dans un vase, elle reste vivante, et dans l'absolu, une fleur dans le vivant et qui pousse pleine terre, elle a une vie extrêmement éphémère aussi. Donc que je la mette dans un vase ou qu'elle reste sur place, voilà, c'est deux choses différentes, mais qui sont pas incompatibles. Et au-delà de ça, encore une fois, en agroécologie, on fait pousser plus de fleurs pour les laisser à la nature, pour les laisser à la biodiversité, pour la laisser au sol, parce qu'il y a une utilité. Donc on en cultive toujours plus, mais qu'on va pas revendre et qu'on va laisser faire leur vie. Et c'est ça que les gens comprennent pas. Et je me dis, ouais, si les gens ils veulent chercher quelque chose à critiquer, à faire du gatekeeping, aller voir les fleuristes, aller voir, mais ce que je souhaite pas, hein, parce que je trouve ça idiot. Et puis en plus, honnêtement, ça sert à rien. Et aller voir les gros agriculteurs, les gros agro-industriels, les gens qui font de la monoculture de plantes qui sont pas du tout locales, qui sont pas du tout européennes, et en plus qui servent à l'élevage.
Ouais. même pas en France, mais surtout à l'étranger, aller les voir, aller leur parler. Mais ils le feront jamais parce qu'ils auront trop peur de se prendre de la violence. Et c'est ce qu'ils vont d'ailleurs trouver parce que c'est aussi ce qu'on vit en tant que petit producteur. C'est aussi la violence des gens qui ont des grosses exploitations. Et encore pas plus loin que lundi dernier, je me suis fait agresser devant chez moi de manière très très violente. Et c'est arrivé 2 fois en l'espace d'une semaine. Ah oui, ouais, bah, c'est pas surprenant. Il y a eu un fait divers aussi, je sais plus quand, où il y a justement une. Alors je sais plus ce que c'était exactement comme culture. Une agricultrice qui s'était installée sur une petite surface. Et il y a une partie des agriculteurs du coin qui voulaient récupérer la surface à la base, qui ont retourné tout son terrain par mécontentement. Et tout est foutu, hein, il n'y a plus rien à récupérer. Juste parce que ils ont pas réussi à grossir plus, quoi. Tu te dis, mais c'est catastrophique, quoi. Enfin, vraiment, c'est Ouais, j'avais violence. vu ça. Mais c'est malheureusement courant, ce genre de violence dans l'agriculture. Et c'est aussi le genre de truc dont on ne parle pas. C'est que quand t'es bio, quand tu veux mettre une production alternative ou un mode de travail alternatif, tu te prends sur la gueule la Oui. FNSEA, les agritradis, etc. Mais littéralement, genre ils t'agressent, ils te coupent tes plantes, ils te labourent ton sol. Et tout le monde s'en fout. Parce qu'ils sont potes avec tout le monde en fait. Ils sont potes avec la SAFER, ils sont potes avec les gendarmes, ils sont potes avec les maires. Voilà. Mais concrètement, quand on parle de mafia, le mot est parfaitement choisi. Je sais pas si vous voyez les films américains des syndicats, là, les films à la Martin Scorsese, etc. Il met tout le temps en scène des syndicats qui ont du pouvoir avec des réseaux Mm. mafieux et tout. La FNSEA, c'est littéralement ça. Oui, on On parle en pas. est là. Il y a un autre sujet qui émerge, mais oui, le lien avec les chasseurs, on peut le voir aussi, hein, les chasseurs qui peuvent passer Et dans vos cultures ou dans ouais. vos trucs comme si c'était chez eux. Voilà, quoi. Et des fois, c'est les mêmes Et, personnes qui sont dans les deux. et du coup, je voulais juste finir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la gestion de l'eau. Donc le commentaire c'était est-ce que du coup faut pas prioriser l'eau pour les cultures à destination de l'alimentation humaine? Alors je suis complètement d'accord avec ça, sauf que le jour où tu choisis de ne pas faire pousser de fleurs pour faire pousser des légumes pour nourrir les hommes, on sera dans la merde, on sera mort. Mm. Concrètement, il y a d'autres choses à faire avant, notamment l'élevage. L'élevage, c'est Oui, c'est le vraiment sujet juste après. le premier point. Il faut diminuer l'élevage, il faut changer les pratiques. Moi, je suis pour arrêter l'élevage, parce que de toute façon, exploiter les animaux, les torturer, je suis pas pour. Mais ça consomme de l'eau, ça consomme des ressources, ça consomme de la terre. Et c'est eux c'est le maïs qu'on arrose, c'est pour nourrir le Oui, ça, c'est bétail, en important de fait, le hein. rappeler. Je pense Donc qu'il y a pas voilà, mal il vaut ici de mieux. gens qui font le lien, mais la majorité des gens ne le font pas Ouais, forcément. C'est qu'il y a une majorité des cultures actuelles, c'est pas pour nous, c'est pas pour les êtres humains. bah c'est ça. Donc, C'est ça. Donc, il vaut mieux d'abord diminuer l'élevage. Ensuite, on pourra s'attaquer à ce qu'on peut appeler les cultures secondaires. Moi, je pense notamment à la vigne. Tout ce qui est voilà, l'alcool, hein, de manière générale, on n'en a pas besoin. Bon, il faudra mettre quand même des politiques en place pour gérer ça. et il Mais y a un dans lien l'ordre fort, d'importance, tu vois. je me permets, Et avec l'actualité, il y a un lien ouais. très fort. Il y a le méga incendie qui a eu lieu dans l'Aude. Les vignes, ça a permis de propager l'incendie. Donc bon, en Ah partie sur ouais. certains coins. Ah bah voilà. Donc ouais, voilà. Et donc voilà, et c'est seulement une fois qu'on aura fait tout ça qu'on pourra se dire, oh bah les fleurs qui poussent à côté du maraîcher, bon bah là effectivement faut les enlever. Mais le jour où tu arrêteras ça, on sera tellement dans la merde que ça servira plus à rien. Non, franchement, encore une fois, hein, j'insiste, mais c'est des cultures qui, à première vue, et c'est une réflexion très masculine, mais à première vue, on voit des fleurs coupées, on se dit ah bah ça sert à rien. Alors tu as le droit de pas aimer, il y a pas de souci, mais en vrai, il y a réellement plein d'autres impacts. Ça vaut pour la fleur, ça vaut aussi pour les PAM, hein, pour tout ce qui est tisane. Il y a Tu pourrais aussi définir PAM. Il y a des gens, je pense, qui savent pas forcément ce que c'est. ouais, PAM, c'est les plantes Dramatique, aromatiques ouais. et médicinales. Et parfum aussi. C'est parfum aromatique médicinal. Donc ces trucs-là, même si ça sert pas directement à se nourrir,
il y a quand même outre le côté plaisir, il y a un impact notamment sur l'environnement. Et vu le contexte actuel, c'est un impact extrêmement important. Mais de toute façon, voilà, on pourra peut-être en parler après, mais une bonne situation agricole, c'est pas la monoculture. Donc de base, tu auras forcément des fleurs et des plantes qui ne sont pas à destination de la nourriture humaine, qui pousseront à côté de tes courgettes. Normalement, tu en auras, quoi. Ça fait partie du truc. Et de toute façon, on en revient au truc général, c'est que le plus important, c'est d'avoir une variété, que ça soit en termes de diversité de trucs que tu vas voir, mais aussi en termes de hauteur de végétation. Tu vas avoir des trucs au niveau Ouais. du sol, des trucs un peu plus élevés, des trucs encore plus élevés, ce qui crée de l'ombre en dessous, etc. Enfin, il y a tout un truc là-dessus. Et je remets le lien, je vais le remettre, je l'ai mis plusieurs fois, mais je le remets ici. Donc j'ai un bot de chat, mais ça devrait aller. La vidéo qu'on avait fait avec la fatigue est présente avec Samuel. Sur l'hydrologie régénérative, ça revient là-dessus, sur comment on peut modifier les paysages pour ne plus avoir justement besoin de faire des espèces de méga bassines horribles. C'est que ça va stocker naturellement dans les végétaux, dans le sol, dans certaines zones humides qui seront mises en place, etc. Et ça va surtout s'écouler beaucoup moins vite vers les océans, vers la mer. En fait, c'est ça le problème. Il y en a, ça a été évoqué un petit peu, je reviens là-dessus parce que je l'ai vu. Ça a été évoqué un petit peu, le fait, tu l'as dit d'ailleurs aussi, Solène, c'est que maintenant, quand il y a des périodes où il pleut beaucoup aussi. Et ça fait des surfaces d'inondation, ça file très très vite, etc. C'est parce qu'il y a une telle modification des sols et des paysages végétaux que ça n'a plus le temps de s'infiltrer, de rester tranquillement. Et bien évidemment, il y a un moment où ça peut plus, hein, voilà, mais du coup, ça te crée des grosses zones complètement imperméabilisées qui vont pas laisser passer l'eau. Ça peut créer des dégâts parce que ça filtre très très vite. Enfin, il y a plein de choses vis-à-vis de ça. Et donc, c'est la question de modifier, recréer une structure de sol qui permet d'absorber, mais aussi surtout des végétaux mis en place, différentes formes de zones humides pour éviter qu'il y ait cette inondation et pour que quand il y a des périodes de sécheresse, il y ait encore dans le sol de l'eau présente en fait et dans les végétaux aussi. Ça, bon, ça demande une modification complète du modèle agricole. Hein. Par contre, ça, on va pas se le cacher. Mais il y a des trucs à faire au niveau local déjà. Potentiellement, ça peut être intéressant, quoi. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous voulez pousser le sujet. Oui, j'ai précise hein, pour le cas des vignes, c'est que certaines vignes. Hein, c'est pas toutes les vignes. Il y a des endroits où c'était très bien entretenu et ça a permis de stopper un peu l'incendie. Et il y en a d'autres où ça a augmenté l'incendie. Je reprécise après. Et tu sais précisément ce qui a favorisé la propagation de l'incendie? Ça a joué un peu contre nous. C'était les zones où il y avait des broussailles qui avaient été maintenues dans les vignes. Mais Okay. enfin, les incendies, voilà, c'est pas surprenant. Hein. Oui, C'était c'est ça, et du complètement coup, sec et du coup, ça propageait. Donc une vigne désherbée, etc., ça aurait plutôt tendance à ralentir le... Oui, si on parle vraiment de l'incendie en soi, oui, c'est un peu logique parce que tu as moins d'espace à brûler. Ouais. Quoi. Mais ouais. Ok. J'ai vu ça passer. Mais... On essaye de faire la partie au moins sur l'élevage. Ou ça commence à être tard pour vous là? Non, on peut encore un peu avancer, mais effectivement, on finira pas. Oui, ouais, c'est sûr. En même temps, on a fait 38 minutes sur 1h56. En même temps, 2 heures de vidéo à regarder en 4 heures, à 3 en live, c'était présomptueux. Il y aura une partie 2, je ne sais pas quand, peut-être. Après, je pourrais finir tout seul, potentiellement, je ne sais pas. On en reparlera entre nous. On en reparlera sur le principe. Moi, je suis chaud hein, pour faire la partie 2. Oui, il n'y aura peut-être pas tout le monde, enfin, on verra comment. Mais ouais, on en reparlera selon le calendrier, etc. Ouais, attends, je regarde vite fait. Je vais nous remettre en plein écran pendant que je regarde ça. On est à combien là? On est à 38 minutes. Et a priori... Bon, ça va, c'est pas trop long, je pense. Ouais, il y a à peu près 10 minutes dans la vidéo sur l'élevage, donc ça devrait le faire. Faut que je retrouve où on était par contre maintenant. Ouais, c'était à peu près là, 37, ouais, je pense. Ok, on va parler d'élevage, on a déjà un peu évoqué ces thématiques tout à l'heure.
notamment quand Solène parlait des pollutions qui engendraient des blooms d'algues en Bretagne, mais évidemment, il n'y a pas que là. Et puis il y a toute la question du bien-être animal en plus des pollutions. Et de ce qu'on évoquait aussi juste avant, du fait qu'il y a certaines cultures qui sont uniquement destinées à ces animaux et qui donc prennent de la surface potentiellement qu'on pourrait utiliser autrement, quoi. On va peut-être revoir un petit peu des trucs qu'on a écoutés tout à l'heure, mais c'est parce que j'ai mis approximativement là où on était. Partout, qui doit être accessible autant à la biodiversité qu'aux humains, parce que tout le monde en a besoin, parce que sinon on meurt, très littéralement. J'ai pas grand chose à dire de plus. Bon, c'était quasiment calé. Ok, merci. Donc on a fini avec l'eau. Et là on va parler un peu plus généralement du modèle d'élevage et du modèle agricole, comme les autres sujets, hein, tu en parles si tu as envie et si tu te sens concerné. Donc cette loi assouplit les règles encadrant les tailles des élevages intensifs. Est-ce que ça t'inspire quelque chose et est-ce que pour toi ça en dit long sur la direction que prend l'agriculture française? Ouais, moi. Alors je vous préviens potentiellement, parce qu'il y a des antispécistes et autres, ce n'est pas quelqu'un qui est antispéciste, mais qui a quand même un point de vue où il veut pas d'élevage intensif. Voilà. Et puis j'ai pas, évidemment, c'était compliqué de trouver quelqu'un qui était dans l'élevage. Il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont pas donné suite en voyant ce que je faisais, je pense, potentiellement, parce que bon, j'affiche clairement mes convictions. Mais ça permet de discuter quand même du sujet, et c'est le plus important, je pense. Oui, ça en dit long sur ce que prend la direction que prend l'agriculture française, de toute façon. C'est ce que je disais précédemment par rapport plus en plus de gros, moins en moins de petits, etc. etc. Une société, une agriculture qui se polarise, globalement comme toute la société, mais juste nous, ça arrive plus en retard, comme d'habitude. Moi, oui, il y a beaucoup de gros élevages, de toute façon, en Bretagne. De toute façon, on est la région de l'élevage. Avec, oui, du coup, de gros élevages avec des animaux qui voient jamais la lumière du jour, etc. Ça apporte aussi un peu son lot d'emmerde. Mais en fait, par rapport à cette histoire de plus limiter le nombre d'animaux d'élevage, etc., je ne saurais pas comment expliquer. Je sais pas si il y a une autre question plus tard qui va venir, etc. Mais je sais que, tu vois, du côté de Douarnenez, en fait, oui, je crois que c'est du côté de Douarnenez. En fait, je sais qu'il y a des problèmes d'algues vertes, etc. Et en fait, là-bas, il y a effectivement, il y a de grosses structures porcines qui peuvent potentiellement en partie, qui sont en partie, en tout cas si on en croit plutôt du côté de Splend, qui est un journal indépendant qui travaille beaucoup sur l'agro-industrie, si ça t'intéresse. Il parle effectivement des problèmes d'algues vertes qui peuvent engendrer ces exploitations porcines, notamment à cause du surplus d'azote, etc. Je pense qu'il y a une espèce d'hypocrisie généralisée, mêlée à une forme de déni par rapport à ces histoires d'algues vertes, parce que je sais que là-bas, les élus et les agriculteurs sur place, globalement, plusieurs personnes sur place disent que ces algues vertes sont dues à des pratiques agricoles anciennes. Et en fait, de la même manière, j'entendais ce matin Arnaud Rousseau qui disait qu'il n'y a pas d'agriculture industrielle en France. Je sais pas si, en fait, je pense qu'il y a une espèce de déni mêlé à une forme d'hypocrisie par rapport à cette histoire. Je pense que je m'étale un peu trop en dehors de ta question, mais voilà, je tenais juste à souligner ça. Je pense qu'il y a une espèce de déni et d'hypocrisie, même de ma part, je précise. Hein. Même de ma part, globalement, on a une espèce de déni mêlé à de l'hypocrisie, de toute façon, je pense, par rapport à tout ce qui est changement climatique, etc. Et sincèrement, c'est la première chose que ça m'évoque, ouais, quand tu me dis, oui, du coup, on va plus limiter le nombre d'animaux d'élevage dans une exploitation, du coup, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire, je sais pas quel truc on va pouvoir faire, mais j'imagine plein de trucs, plein de possibilités maintenant. Je sais pas trop, je me suis pas trop attardé sur l'élevage parce qu'encore une fois, c'est pas ce qui me concerne directement, mais je sais pas si, par exemple, du coup, est-ce que par exemple, maintenant, on sera en droit, par exemple, de faire des élevages verticales, un peu comme en Chine, où en fait, t'as des espèces d'immeubles, mais en fait, c'est plein de cochons dans un immeuble. Je sais pas s'il y a
va y avoir un truc comme ça. Peut-être que j'abuse, tu vois, en disant ça. Certainement qu'il n'y en aura peut-être pas, parce que je pense que ça ferait un peu trop scandale. Mais après, j'ai vu des tas de choses ultra scandaleuses dernièrement passer au KLM. Donc voilà. Ouais, pour te répondre un peu, en gros, ils ont assoupli les règles et pour avoir un certain nombre, bon, c'était déjà des nombres importants, j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, ça a doublé le maximum avant que tu aies un déclenchement, en gros, d'enquête environnementale pour voir si c'était je sais pas, j'ai plus les chiffres en tête, mais Je genre, vais je crois que redonner pour les après, poulets, par exemple, c'est de passer de 40 000, ce qui est déjà énorme, hein, d'un poulailler, à Oui. 80 000 avant d'avoir l'enquête environnementale pour voir si c'est adapté à la zone. Ça limite pas la taille des élevages, mais ça assouplit le fait qu'on arrive à regarder au niveau environnemental si c'est gérable, quoi, en gros. Il y a quand même quelques garde-fous qui restent, heureusement. Mais bon, ça a bien sauté, quoi. C'est 2 fois plus qu'avant, en moyenne, le nombre d'animaux que tu veux avoir, quel que soit le type d'élevage d'ailleurs. Ils ont adapté selon les animaux, bien évidemment, mais ça va pas très grossir, quoi. Ah, je vous redonne vite fait les chiffres. J'étais pas loin, hein. J'ai dit 40 000, ça passe à 80 000, c'est 85 000, c'est encore pire. Pour les volailles. Donc en gros, ça assouplit les seuils pour une enquête ICPE, ça s'appelle. C'est pour classer, enfin regarder les seuils de pollution des installations agricoles vis-à-vis de la protection de l'environnement, toutes ces questions-là. C'est en référence à justement les textes liés à l'environnement. Je ne sais plus le nom du document exactement. Mais en gros, pour les volailles, on passe de 80 000 à 85 000, de 40 000 à 87 000, pardon. Pour les porcs, de 2 000 à 3 000, et ça c'est pour ceux élevés pour leur viande, et de 750 000 à 900 pour les truies qui vont faire la reproduction. Et après, il y a des détails par filière un peu plus détaillés. Mais en gros, voilà, le principal problème, ça serait vis-à-vis de la pollution et du bien-être animal, bien évidemment, que j'ai déjà évoqué. J'ai vu que tu avais mis un lien dans le chat, Plantophage, je sais pas ce que c'est exactement. C'est juste qu'avant, enfin là, il abordait le côté élevage en Bretagne. Ouais. Et j'ai juste dit que j'ai fait un live début janvier 2024 pour parler des manifestations agricoles qu'il y avait eu à l'époque. Et dans ce live-là, j'expliquais le fonctionnement de l'agriculture en France et en Europe, et notamment pourquoi il y a du cochon en Bretagne historiquement, etc. Et c'est ça, c'est le lien vers ce live-là que j'ai mis. Voilà, si ça intéresse des gens, où j'explique un petit peu voilà, comment c'est l'agriculture, comment c'est réparti, la PAC, qu'est-ce que c'est, etc., quoi. Ouais, ok, merci. Le problème des gazelles, c'est pas un problème intensif. Je sais pas si tu cites un truc là parce que t'as des guillemets. C'est un problème de gestion des animaux. Comment cela est géré? Bah, c'est mal géré. C'est-à-dire, c'est que il y a beaucoup trop d'animaux et puis en plus, bah, le problème c'est que ça se retrouve dans l'environnement. C'est les deux facteurs en fait qui vont ensemble. C'est qu'il y a trop et en plus ça se retrouve, ça arrive dans l'environnement parce qu'il y a une partie qui est utilisée du lisier pour les surfaces de culture qui est littéralement déversée sur les champs, hein. Donc forcément quand il pleut, bah, ça se retrouve dans les rivières, etc. et ça finit dans l'océan. Et après, bah, t'as des plantes, elles sont très contentes. C'est pas, si on prend le point de vue animalier, être humain, c'est un problème pour nous. Si on prend le point de vue des algues, ah bah c'est la fête, hein. Les algues, elles se développent à fond là. C'est comme si vous aviez service à volonté, quoi. Sauf que le problème, c'est pas les algues en soi, c'est quand elles meurent, il y a une dégradation et tu as des bactéries qui vont produire de Attends, c'est quoi déjà le truc? L'hydrogène sulfurique. Ouais, c'est ça. Qui est un gaz extrêmement toxique. Juste par respiration, ça, vous évanouissez, vous tombez dedans, et puis après, bah, c'est foutu, hein. Il y a déjà eu des cas, il y a un jogger, je crois, qui est décédé, et puis il y a des animaux, surtout pas mal d'autres animaux non humains qui ont été impactés, des chiens, des chevaux. Et je crois qu'il y a un travailleur aussi des services d'entretien, de nettoyage, qui a été affecté, parce qu'ils font du ramassage pour éviter justement que ça s'accumule, et ils sont pas très bien protégés, les gens qui font ça. Donc ouais, c'est un peu ça la problématique des algues. Mais ça, c'est qu'à un endroit, il y a plein d'autres endroits, il y a d'autres... le fait que ça se termine dans les rivières, tout ça, de toute façon,
la pratique d'étendre les déjections animales sur les cultures, quelque chose de très très répandu. Que ça soit issu d'élevage j'allais dire de sangliers, pas du tout, de cochons, mais aussi beaucoup de volailles. C'est pas mal utilisé. Et ça pose forcément des problèmes potentiellement. Alors je sais pas si en termes de maladies directement, je suis pas tout à fait sûr qu'il y ait des gros risques de trucs présents, on va dire. De toute façon, c'est contrôlé hein, avant qu'ils puissent balancer des trucs. C'est plus dans ce qui va se développer derrière, quoi. Voilà. Je sais pas si tu veux dire autre chose, si vous voulez dire autre chose tous les deux. De maladies, tu voulais dire par rapport aux déjections Ouais, des maladies directement transmises, c'est pas... Non, ben, vu que c'est balancé dans les champs, ça va, ça se dégrade rapidement, etc. Le fumier ou le lisier, donc en fait, là c'est surtout du lisier, donc en fait les animaux dans les élevages sont sur des litières, donc c'est de la paille, c'est pour ça qu'on a besoin de paille pour l'élevage. Et on enlève cette paille, bah du coup, la déjection des animaux mélangée à la paille, ça fait du fumier. Et il y a un liquide, un liquide des excréments ou l'urine, qui coule, et ça, on appelle ça le lisier. Les deux sont récupérés, donc le fumier pour la partie solide, le lisier pour la partie liquide, et c'est répandu dans les champs. Alors déjà, ça fait de la pollution pour les voisins, parce que ça pue, mais vraiment ça pue. Je confirme. Incroyable, quand ils répandent... quand ils répandent ça sur les champs à côté de chez toi... Pas faire sécher ton linge à ce moment-là, hein, parce que... Non, dommage. non, c'est l'enfer. Tu te retrouves avec des mouches dégueulasses pendant une semaine. Enfin bref, c'est l'enfer. Et effectivement, c'est du coup le lisier. Donc c'est essentiellement les urines, mais aussi mélangé au liquide des excréments. C'est extrêmement riche en azote, et c'est ça du coup qui va est liquide et sous forme liquide. Donc ça va ruisseler dans les cours d'eau, et les cours d'eau, hop, dans la mer, et ou dans les zones humides. Et donc donc d'un point de vue sanitaire direct, ça va. De manière générale, l'élevage, c'est quand même une bonne source de virus et de bactéries anti-être humain. De manière générale, quand tu mets des individus humains ou non humains très très regroupés, qu'il y en a quelques-uns malades, forcément, ça contamine beaucoup plus. Il y a de fortes chances qu'on se retape dans pas longtemps une maladie type Covid, mais encore plus mortelle. Et il y a de très fortes chances que cette maladie-là émane de l'agriculture. Enfin, de l'élevage, quoi. Et donc voilà, il y a tous ces soucis-là. Puis l'élevage en soi, hein, l'élevage intensif, les cochons en Bretagne, hein, qui ne voient pas le jour, ils sont hyper denses, ils se bouffent littéralement entre eux. Ils se mangent vivants les uns les autres, tellement ils sont stressés. Donc vraiment, c'est inhumain. Vraiment, j'ai l'exemple des volailles aussi, où ils s'attaquent, ils se griffent, quand ils peuvent marcher, parce que ça, c'est encore une autre question. Mais c'est catastrophique, hein. Il y a quelqu'un qui aborde ça, c'est un point important aussi, c'est que tellement les animaux sont en mauvais état de santé qu'ils balancent des antibiotiques et d'autres trucs comme ça à fond, sauf que ça se retrouve, ce qui est utilisé généralement pour les animaux d'élevage, parfois c'est aussi utilisé chez les êtres humains, c'est actif en tout cas, potentiellement, chez les êtres humains, donc ça se retrouve dans l'eau et on réabsorbe des trucs comme ça qui peuvent créer de l'antibiorésistance. Et encore plus si vous consommez directement ces animaux. Donc il y a aussi cette question-là. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est bien de le dire dans le chat, de l'avoir rappelé. C'est un autre truc, ça. Ouais. Et oui, H5N1, en fait, ça a été accentué justement par les élevages. C'est un truc qui, de toute façon, la plupart des maladies, il y en a de partout, hein, que ce soit chez l'être humain, chez les plantes, chez les animaux. Ça se développe et ça mute plus vite quand tu te retrouves dans un milieu fermé. C'est juste... c'est comme ça, quoi. Voilà. Si on a autre chose à dire pour l'instant. Oui, puis en plus, il y a tout ça, ce que dit Riella, là. Les cochons, on leur coupe la queue et les oreilles, les poulets le bec. Et comme on l'a vu, évidemment, les cochons, je pense que c'est peut-être plus proche, donc on se rend compte qu'il y a une douleur et c'est horrible.
Le poulet, c'est un des organes qui est le plus tactile chez le poulet, c'est son bec. Donc imaginez, on vous coupe les doigts littéralement. C'est une Ah. horreur. Hein. Donc, ouais. Voilà, c'est joyeux hein, ce live. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Je sais pas si Solène, tu es encore très active. Non, ben voilà, je suis totalement en phase avec ce que vous êtes en train de dire et je crois que il serait temps que les gens qui consomment de la viande et pour qui comment dire, ils mettent un point d'honneur à consommer de la viande tous les jours réalisent en fait à quel point il y a une réelle nécessité de prendre ses responsabilités, que ce soit par rapport à la planète ou aussi concernant le bien-être animal. Avant, on pouvait se mentir et se dire que les animaux n'étaient pas sentients. Et maintenant, grâce aux études, grâce aux évolutions qui ont été faites là-dessus, on le sait, et y compris pour les poissons. Moi, je suis fille de marin-pêcheur, j'ai grandi sur un bateau la moitié de ma vie, et les poissons aussi ont le droit à la dignité, et que ce soit par rapport à la surpêche ou par rapport à l'élevage aussi d'ailleurs, parce que ça aussi c'est un gros problème, et c'est en train de détruire des espèces, et c'est en train de détruire des écosystèmes marins, et sans la mer, il n'y a plus de vie sur Terre. Et donc voilà, mais ouais, on peut vivre sans manger de viande, et ok, après on peut aussi parler des personnes qui ont des problèmes de santé et qui pour le coup peuvent pas faire sans, parce qu'on n'est pas tous fait pareil, mais là en fait ça va au-delà de ça, quoi. C'est un ensemble, enfin c'est l'effet de groupe, on va dire. Effectivement, il y a toujours des gens. Ouais, c'est ça. Et puis mais c'est plus. C'est un petit peu comme tout ce qui se passe par rapport à la loi du plomb et tout ce que ça génère autour. C'est du point de vue, comment dire, idéologique, de nier la science, de nier le vécu des gens, que ces personnes-là vivent de la terre ou juste consomment des produits qui viennent de la terre, c'est-à-dire tout le monde. De nier le vécu des personnes concernées qui sont touchées par les pesticides, qui sont touchées par les cancers, par la maladie, par les maladies chroniques. Parce qu'au fond, c'est ça, quoi. Moi, ce qui me terrifie, c'est vraiment de voir que des partis politiques, que des gouvernements, que des gens qui sont déjà extrêmement puissants soutiennent des modèles d'agriculture qui sont mortifères et qui oublient en fait le bon sens, quoi. Alors après, le bon sens maintenant c'est utilisé à tort et à travers aussi, mais on n'a pas besoin de consommer de la viande absolument tous les jours pour être en bonne santé. On n'a pas besoin de maïs en France, pas en tout cas à l'échelle à laquelle c'est en ce moment. On n'a pas besoin de faire de méga bassines. Ce dont on a surtout besoin, c'est de baisser ce putain de réchauffement climatique et de réaliser que là il y a urgence, si ce n'est pas trop tard, et qu'on a besoin de la nature, et de toute façon, on peut pas. Il faut faire avec, en fait. Il faut pas faire contre. Et il faut surtout pas la nier. Et surtout, il faut écouter les gens du terrain. Il faut écouter le vécu des gens qui sont concernés par la maladie, qui sont concernés par le handicap, le validisme aussi. Avec Plantophage, quand on lisait tous les articles qui sont sortis ces derniers temps, en fait, c'est ultra validiste ce qui se met en place là.
Ah oui, Et peut-être complètement. qu'on le dit parce qu'on est tous les deux touchés par le handicap et que du coup, bah voilà, mais en fait, on est vraiment ça. C'est pas que ça, mais il y a aussi beaucoup de validisme par rapport à ça. Et voilà, et il est temps que les gens se saisissent de ces sujets-là et il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de sujet qui vous est interdit. Il n'y a pas de sujet qui est trop compliqué et qui est trop technique pour que les gens comprennent. Il y a aussi des gens qui, comme toi, Wamdi ou Plantophage et plein d'autres qui savent vulgariser des sujets qui sont très techniques et dont c'est leur domaine et qui restent accessibles aux gens, et heureusement. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe avec toute la mobilisation citoyenne qui est faite contre la loi du plomb, et ça me fait tellement plaisir en fait. Ça me fait du bien. Et là, sur les marchés, il y a plein de gens qui viennent me voir pour m'en parler et que ça révolte. Et vraiment, je pensais pas que ça allait toucher autant de gens. Ouais, bah Et je c'est trouve là ça chouette. où on voit que, parce que bon, ça sera évoqué plus tard lors du prochain live du coup, mais à la fin je demande comment vous, pourquoi et comment vous inciteriez les gens à vous investir et pourquoi la pétition, il faut la signer, etc. Et c'est ce qui ressort en fait, c'est que dans les deux interviews, bah, en fait ça permet aux gens de parler, d'échanger. Et on n'a plus des espaces démocratiques qu'on a avant qui disparaissent. Et le fait qu'il y ait des pétitions qui ressortent, que ça, dans les journaux, juste les gens, ils demandent s'ils ont signé, tu vois, donc ça amène le sujet. Enfin, ça permet ça en fait. Et là, on a plus ces moments d'échange, le fait de venir sur le marché, d'en parler, etc. C'est parce que le sujet a été mis en avant, qu'il y a eu des pétitions, que les gens ont connaissance, qu'ils commencent à se renseigner. Et ça permet ça, quoi. Et ça peut être sur plein d'autres sujets. Là, c'est tombé sur ce sujet-là, mais j'espère que ça permettra de peut-être débloquer un truc et les gens se dire, bah en fait, on n'est pas plus bête que les autres, quoi. Peut-être ça va permettre aux gens de un peu plus s'investir et en tout cas moins d'échanger plus sur des sujets qui les préoccupent. J'espère que ça va faire ça. Enfin, j'ai l'impression aussi que les gens sont un peu débloqués vis-à-vis de ça, mais après, bon, on est l'été, il y a les vacances entre, est-ce que, enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent. Mais ouais, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus, en tout cas. J'essaie de lire le chat en même temps, c'est pas simple. Ça débat de la question de la viande. Mais ouais, bon, quand bien même, il y a des gens qui peuvent être peut-être très habitués, on va dire ça. Il y a notamment, je crois que c'est, j'ai vu quelqu'un parler de ça, Serge qui disait, c'est une habitude en fait alimentaire. On a été habitué jeune à consommer des produits animaux. Et c'est très compliqué parfois de changer ses habitudes alimentaires, surtout quand t'as pas des alternatives qui sont proposées. Moi, je suis pour qu'il y ait obligation au moins d'un repas végétarien dans toutes les cantines, et même ça, c'est très très compliqué. Et ce sera au choix en plus, ça sera même pas imposé, tu vois. Et même ça, tu vois que c'est très compliqué parce qu'il y a des gens qui veulent littéralement maintenir leur steak, entre guillemets. Donc, ouais, c'est. En plus, la viande, c'est vraiment la convergence des connards. J'attendais pas ça. Outre j'avais pas de mots plus. Voilà, bref, parce que outre le fait vraiment le côté viandard, défendre sa viande et tout, il y a toujours ce côté cochon qui revient, défendre le cochon, on est français, on mange du porc Tradition, et tout tout. ça. Ouais, je vois très bien. Tradition et racisme et Oui, islamisme. en plus. Islamophobie, pardon. Je commence à fatiguer. Islamophobie et racisme, parce que voilà, ça fait partie du truc, hein, la viande et notamment le porc, c'est vraiment utilisé, outre comme le côté identitaire, c'est surtout utilisé comme moyen d'exprimer le racisme. Donc ouais, c'est vraiment la convergence des connards, quoi, la viande, c'est évidemment l'aspect masculinisme, hein, voilà, vrai homme, manger viande crue ou faire barbecue, quoi, classique. Enfin voilà, ça transmet beaucoup de valeurs nauséabondes. Donc, Alors c'est pas, bon. évidemment tu dis ça d'un point de vue général, des lobbies, des choses comme ça. Ne le prenez pas personnellement. En fait, vous n'êtes pas C'est une critique, tous racistes, et... bien sûr que non. Mais évidemment. il y a l'utilisation de cette imagerie, ça plutôt qu'on va dire, par pas mal de personnes. Et souvent ça tend à des idéologies problématiques, on va dire ça comme ça. Pour faire simple.
Je suis assez d'accord. Et on avait vu un reportage de France TV, je crois, sur comment la viande était utilisée pour tous ces trucs-là, masculinisme, de vouloir imposer certaines idéologies, etc. C'est un fait, hein, c'est réel. Ouais. Donc, et Euh, puis oui, le cas de Sandrine Rousseau et des barbecues, évidemment, il y a tout un côté machiste aussi qui ressort là-dessus, quoi. je crois que ça fait 2 ans que ça a commencé. Elle reçoit encore aujourd'hui. Il y a des mecs, quand ils mangent un Tous steak, les ils le étés, prennent en photo, ils l'envoient à ouais, Sandrine Rousseau. c'est Encore aujourd'hui. c'est dramatique, hein. Mais genre, l'homme est vraiment le mascu qui fait du harcèlement misogyne, quoi. T'as pas plus con en plus. Qu'est-ce que s'en fout, quoi, mec. T'es pas si important que ça, en fait. On s'en fout de ce que tu bouffes. Mais non, mais c'est incroyable. Et comme le dit Santé au Curieux, il y a encore un truc très ancré de pour avoir du muscle, il faut manger du muscle. Il y a un très gros mélange entre protéines et muscles, effectivement, qui est entretenu volontairement parfois aussi, hein. Mais ouais, si on prend un exemple typique, il y a plein de sportifs qui sont véganes et qui ont gagné plein de trucs. Donc bon, ça marche pas trop du coup comme argumentation de faut manger de la viande pour être super fort. Mais bon, c'est encore entretenu, malheureusement. Il y a quand même un petit peu remises en cause, notamment dans les recommandations alimentaires, là, dernièrement. Mais bon, c'est assez timide, quoi, on va dire. Notamment parce qu'en face, il y a des problématiques Enfin, pas des problématiques, des fake news, j'ai envie de dire, qui sont ressorties sur le cas du soja, notamment, avec des chiffres faussés publiés en France récemment. Vis-à-vis des limites entre guillemets journalières éventuellement, parce que pour les gens qui savent pas, je fais un petit sortie de route là, pour parler de ça. Il y a des, alors je sais plus le nom exact, mais il y a des, c'est pas des équivalents, mais c'est un truc qui va prendre potentiellement la place des récepteurs de l'œstrogène, je crois, version végétale. C'est pas les mêmes trucs, hein. C'est juste un truc qui potentiellement. C'est des phytoestrogènes. Phytoestrogène, voilà, merci. J'étais pas loin du dis non. Mais faut vraiment en consommer beaucoup, quoi. Si vous prenez votre pot de machin de soja par jour, ça va, il n'y a pas de risque, quoi. Et bon, ils ont fait un peu peur à tout le monde en disant oui, il y a vraiment des gros risques, tout ça. Bon, c'est comme d'habitude, hein, c'est peut-être des méconnaissances ou une volonté, on sait pas trop. Comme d'habitude, faut manger varié, c'est le plus important. Quel que soit le produit, si vous mangez beaucoup d'un produit, bon, c'est pas très terrible, quoi, généralement. Voilà. On va terminer ce point. Je pense qu'il reste plus beaucoup de temps Ouais. sur le truc. Et puis de toute façon, après, en plus, ça fait bien parce que là, on a fait les sujets un peu qu'on fait l'avant, et après, ça va être plus sur les questions, enfin, la prochain live, les questions institutionnelles, les pressions éventuellement qu'on peut rencontrer, et surtout les alternatives et l'avenir. Ça fera une thématique de live pas mal, je pense, en vrai. Ouais. Une première thématique où on pose des problèmes, et l'autre, on trouve des solutions. C'est pas trop mal. On a donné quelques solutions quand même, là. Allez, je relance ça. On nous a dit avant, quel impact l'accomplissement pour avoir sur les petites exploitations, les agriculteurs bio, et vers la transition peut-être vers un modèle avec moins d'exploitation animale. Ouais, de toute façon, je pense pour le bio actuellement, c'est un peu foutu. Parce que de toute façon, en fait, je pense l'histoire du bio, le drame, c'est que je pense c'est s'apercevoir que le capitalisme vert, ça n'existe pas. C'est voilà. Par contre, pour tout ce qui est élevage, alors Je le reprends, souci, c'est parce que je qu'on pense. j'ai coupé des trucs parce qu'on en parlait entre nous des fois, hein, il soutient pas le capitalisme vert, hein. C'était juste que ça a été un peu mis en avant pour inciter parfois certaines personnes qui n'étaient pas vraiment dans l'idéologie de vraiment faire du bio, enfin, le truc bien, quoi. Parce que il y a certains bio qui c'est quasiment de l'intensif parfois. Et je pense que c'est dans cette idée-là qu'il évoquait ça. Voilà, pour faire un petit point là-dessus. Avec de gros guillemets ce que je vais dire, parce que je sais pas si dans tes contacts tu avais une personne qui est en élevage, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir son avis. Parce que moi ce que je vois là comme ça, c'est que l'avantage des gros élevages, c'est que tu peux produire beaucoup, mais du coup tu peux réduire aussi les prix avec, tu vois. Mm. Ça va... En fait, pour un... Disons que
On va pas se mentir, oui, c'est plus coûtant en fait, c'est beaucoup plus coûtant quand tu vas avoir un petit paysan que quand tu vas avoir un gros, en fait, la viande sera forcément plus chère chez le petit que chez le gros, c'est inévitable. Parce que si tu veux avoir des pratiques plus écologiques, plus raisonnées, plus en bien-être animal, etc., ça va forcément coûter plus cher. Après, peut-être qu'il y aurait moyen que ça coûte moins cher, peut-être que, je sais pas, peut-être que, je sais qu'il y en a, ils passent en tout pâturage. Peut-être que ça réduit, tu vois. Mais je vais pas essayer de m'aventurer là-dessus, mais je crois qu'il y avait un truc comme ça, comme quoi, où on tout pâturage, ça réduit les prix, mais de l'autre côté, je crois que ça réduit aussi la prod, donc faut voir. Euh, mais du coup, globalement, en fait, à chaque fois, je pense, on va tourner un peu autour de ça, peut-être que je vais avoir une grosse fixette là-dessus, mais je pense, ouais, c'est la fin des petits, bonjour les gros, vive le modèle anglo-saxon. Ouais, bah, ça revient à ce que tu disais, effectivement, hein. C'est quelque chose qui va revenir, je pense, d'ailleurs, hein, dans les autres interviews que j'aurai, on verra, mais à mon avis, hein, on va en beaucoup parler de ça. Et justement, bah, dernière question, mais ça rejoint ce que tu disais avant. On verra si tu as autre chose à dire. Est-ce que tu dirais que ce modèle va aggraver la désertification rurale au profit de seulement quelques gros? Et est-ce que ça risque aussi potentiellement d'aggraver l'endettement, puisqu'on sait que justement pour grossir, il y a une incitation à acheter du matériel toujours plus performant, toujours plus technologique, etc. Et rester donc sur un modèle en lien avec l'agro-industriel, quoi, l'agro-business un peu. Une toute petite parenthèse, Laurent Duplon, hein, donc le sénateur qui a écrit cette loi, enfin qui a copié-collé de la FNSEA cette loi, a voté contre les lois qui limitent l'artificialisation des sols agricoles. Il a voté contre. Voilà. Oui, parce que oui, ça, c'est une autre thématique de loi, mais oui, il y avait tout ce qui était. C'est quoi le nom exact de la loi, mais en gros, le zéro artificialisation nette, qui n'était pas vraiment ça, mais bon, voilà. L'idée c'était pas réartificialiser, si tu le fais, faut revégétaliser derrière, c'était un peu le truc. Et là, tout est tricoté pour, en gros, il y a plein de. Qu'on appelle ça de plein de moments, tu peux dire bah non, mais en fait, c'est pas tout à fait dans la loi, donc on peut rajouter 30% sur la commune. En fait, voilà, ils ont fait ça, en gros. Et donc, je pense que c'est ça, tu fais référence à cette loi-là qu'il a voté. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Et oui, il y a divers trucs qui ont été abordés avant qu'on enchaîne. Le principe d'économie d'échelle, mais là, c'est complètement lié à des choix de continuer le modèle actuellement. Si tu augmentes évidemment le nombre de personnes qui font du bio, le bio sera moins cher. C'est juste une logique. Si tu entretiens un système où tu n'as pas beaucoup de bio, bah, ça restera potentiellement pas abordable par une partie de la population. Et aussi en termes d'endroits où ça sera vendu. Parce qu'évidemment, c'est produit que en petite quantité à certains endroits, bah, il y a très peu de bio qui est vendu. Donc il a un peu rappelé ça effectivement dans ce qu'on a lu avant. Je lis un petit peu le chat. Je sais pas s'il y a des trucs qui sont sortis. On va continuer. Ouais. Hop. Oui. Développer quand même, parce qu'en vrai, ça tombe bien que là quand tu m'as posé la question, j'ai pensé à Silence dans les champs de Nicolas Legendre. Oui, du coup, je refais le point sur la question que je viens de poser, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont zappé. Mais c'était plus sur la question de. Ça entretient un système où les agriculteurs, faut qu'ils aient de l'argent ou qu'ils s'endettent, etc. Parce qu'il faut acheter du matériel, du gros matériel, tout ça, notamment en élevage. Enfin, c'est vraiment, il y a des trucs. Vous connaissez peut-être pas les prix, mais c'est vraiment. C'est des prix. Genre une machine pour. Qu'on appelle ça machine de traite. Pour traire les animaux, c'est plus de 100 000 euros hein, d'investissement. Et d'imaginer les endettements derrière. Évidemment que si tu veux changer. Peut-être au bout d'un moment tu commences à te dire c'est pas très bien ce modèle, j'ai envie de faire autre chose. T'as tellement de dettes, comment tu fais pour en sortir? Comment tu fais pour faire autre chose? Ouais. Compliqué quoi. Il y a tout cet aspect-là financier et volonté de cette industrie ça les oblige à rester dans ce système et à toujours grossir parce qu'ils sont tellement de dettes les gens que. C'est ça. C'est très très compliqué. Et ça fait partie des problèmes actuels, à savoir que les fermes sont tellement grandes, coûtent tellement cher que plus personne ne peut payer pour les reprendre. Oui, aussi. Parce qu'il faut payer des millions d'euros pour reprendre une ferme. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte.
Et du coup, personne n'a les moyens de reprendre ça. Donc, part les très gros gros. problème. Bah ouais, à part les encore plus gros, donc voilà, littéralement un monopole. Et deuxièmement, d'où aussi l'intérêt, enfin, ça fait partie des alternatives, c'est créer un modèle économique alternatif. En Mm. l'occurrence, diminuer ses charges, diminuer ses dettes. Essayer de pas acheter un giga de retracteur à 200 000 euros, mais d'avoir moins de terre, moins de superficie pour que ce soit plus facile à gérer et qu'on puisse le gérer avec des machines plus petites, moins chères, etc. Et c'est toute la logique du truc aussi, de l'alternative, diminuer ses charges pour, certes, diminuer son chiffre d'affaires, mais du coup, au final, tu fais plus de bénéfices ou la Mm. même chose. Oui, complètement. T'as moins de pression mentale au niveau de l'argent, a Ouais, priori, parce que c'est plus ouais, des chiffres. exactement. En fait, les gens qui sont dans des grosses exploitations comme ça, ils ont des grosses sorties d'argent avec des endettements massifs. Et c'est très irrégulier, si vous voulez, dans l'année. Et d'un coup, tu as des entrées massives d'argent aussi. Donc, tu vois que des gros chiffres tout le temps. Donc, forcément, ça te biaise aussi là-dessus, je pense. Hein. Enfin, ça déconnecte aussi Mm. un petit peu de la réalité, parfois, je pense ça. Non, ça coûte pas 1000 euros, ça coûte quand même assez cher, mais je pense qu'il y a une marge qui n'est pas négligeable sur les gens qui vendent ça derrière. Et puis surtout, c'est même pas le. Ça maintient les gens dans le système, c'est surtout ça le problème, quoi. T'es obligé de signer des Ouais, contrats pour être en lien avec telle industrie laitière qui va te récupérer ton lait. C'est eux qui choisissent le prix en plus, donc, à combien ils t'achètent ça. Enfin, il y a tout un truc derrière. C'est plus large que juste la machine, c'est vraiment tout le système en soi qui tourne autour de ça, quoi. Allez, je relance. Je pense qu'on arrivera bientôt à la fin de Attends, cette thématique. j'ai le bouquin par là. 2 Oui, minutes. c'est vrai. Oui, Attends, c'est je ça. reviens un petit peu en Silence dans les arrière. champs, Nicolas Legendre. Et rester donc sur un modèle en lien avec l'agro-industriel, quoi. L'agro-business un peu. Oui, oui et oui. Je l'ai développé quand même parce qu'en vrai, ça tombe bien que là, quand tu m'as posé la question, j'ai pensé à Silence dans les champs de Nicolas Legendre, je crois. Attends, j'ai le bouquin par là. 2 minutes. Oui, c'est ça. Silence dans les champs de Nicolas Legendre. J'y ai pensé parce que justement, toutes ces histoires d'endettement, oui, c'est intéressant à savoir. Pareil, en fait, on va revenir, je pense, un peu à cette logique de déni, hypocrisie. Je pense, entre guillemets, que je sais pas, je sais pas s'ils s'en rendent compte de ce qu'ils font à la FNSEA, globalement, les politiques, etc. Parce que oui, ça va accélérer la désertification du monde rural. Ça va accélérer, je pense, un fossé entre le monde rural et le monde urbain, qui est déjà bien creusé et qui se renforce de jour en jour, je trouve. De toute façon, parce que l'industrialisation, la modernisation de l'agriculture a amené une désertification du monde rural. Ça s'est vu parce que on a, avec le remembrement notamment, on a orienté tous les paysans, on a poussé les paysans, tous ceux qui étaient paysans, on les a poussés dans les usines pour devenir des ouvriers. Ils sont devenus la masse, enfin, ils ont renforcé la masse ouvrière, avant qu'elle-même la masse ouvrière se casse la gueule et que ça se répartisse un peu partout. Je sais même pas dans quoi, plus dans le tertiaire, je crois. Je suis pas sûr. Toujours est-il que oui, ça va accélérer la désertification. Et en plus, c'est pour ça que je parle de fuite en avant toujours. Oui, ça va accélérer l'endettement en fait. C'est ça qui est pas compréhensible, c'est que aujourd'hui, il y a une plainte, enfin, on va dire, il y a une forme de désespoir de ne pas trouver des personnes qui veulent s'installer dans le monde agricole. Euh, et en même temps, il y a un truc de t'installes pas parce que tu finiras endetté, c'est malheureux, c'est pas quelque chose qu'il faut, etc. Alors que tout simplement, en fait, au final, c'est les politiques actuelles qui motivent ça. C'est pas le. Enfin, vraiment, sincèrement, je ne sais pas s'il y aura des personnes du monde agricole qui. J'espère qu'il y aura des personnes du monde agricole qui ne sont pas forcément convaincues que la loi du plomb est une mauvaise idée qui écouteront ça. Je pense que je pense que je me ferai peut-être insulter, mais je pense sincèrement, vraiment, s'il y en a à ce niveau-là qui m'écouteront, et c'est pas vraiment Sandrine. Enfin, vraiment, je vais sortir un exemple tout con. Sandrine Rousseau n'a littéralement aucun impact sur nos vies, sur le monde agricole. Je fais une pause là. Voilà. Il dit les termes, je pense. Hein. Voilà, voilà. Bon, ça a été évoqué un petit peu, vous l'avez sorti aussi, mais. Voilà. Elle pose aucun problème. Hein. Et elle subit. On en parlait tout à l'heure.
Ok, même je vois, il l'a ressorti, on n'a même pas abordé le sujet, c'est venu tout seul sur la thématique. Je sais plus ce qu'il dit après, je vais relancer. D'accord, ok, il y a des discours. D'accord, ok, il y a des discours, je les reconnais. Mais en attendant, ces discours, c'est pas ces discours-là qui sont au pouvoir. Ceux qui font passer les lois aujourd'hui, c'est ceux qui vous brossent dans le sens du poil. Duplon, c'est pas un écolo, c'est un républicain. Euh, bon, vous êtes certainement d'accord avec Duplon. D'accord, bon. Mais en attendant, c'est toujours les mêmes politiques, c'est toujours plus de. Enfin, c'est toujours plus de dérégularisation, c'est toujours plus d'industrialisation, de modernisation, de mécanisation et de plein de trucs en on. Et à chaque fois, on s'endette plus. Enfin, moi, je m'endette pas parce que je suis ouvrier. Mais c'est à chaque fois, l'agriculture s'endette plus. Du coup, il y a de plus en plus de burn-out, de suicides, etc. Les gens y partent. Ils préfèrent partir que s'installer. Du coup, t'en as de moins en moins, mais c'est une catastrophe. Mais vraiment, c'est toutes les dernières politiques qui ont été faites, c'est des politiques de droite, c'est des politiques libérales, c'est pas des politiques de gauchos ou d'écolos. Et c'est ces politiques-là qui ont motivé notre situation actuelle. C'est désespérant, en fait. Titre personnel, voilà, si je peux donner une autre information qui me concerne, je veux m'installer à l'avenir. C'est en partie pour ça que je m'anonymise. Je tiens pas à avoir des emmerdes. L'idée, c'est... En fait, je veux m'installer, mais en même temps, c'est vrai que quand je regarde un peu, si c'est pour s'endetter et avoir envie de crever au bout de 20 ans, de bons et loyaux services, franchement, c'est vrai que ça fait pas trop envie, quoi. Mais, voilà. Ok, merci beaucoup Ouais, pour super ressenti, dooming on sent que désolé, sur la fin. ça te tient à cœur. Ok, donc on a Mais- fini. Vous avez vraiment le ressenti de quelqu'un voilà, qui exprime, je pense qu'il n'avait pas trop l'occasion de pouvoir s'exprimer à d'autres moments. Et là, on voit, je pense qu'on peut le dire clairement, il a dit les termes hein, en termes de politique. Je sais pas ce que vous en pensez, Plantophage et Solène, mais bon, c'est une réalité, hein, ce qui a été dit là, c'est qu'on est sur des politiques libérales de droite, et ça a entraîné tout ça, quoi. Dans le chat, Ouais, complètement. je sais pas s'il y a des trucs de dit dans le chat. C'est Wawid qui dit socialiser toutes les terres agricoles, décider en commun de ce qu'on cultive, les salariés, les travailleurs de la terre. Il y a quelqu'un qui connaissait le bouquin aussi, apparemment, qui a été évoqué. Ouais, Silence dans les champs, c'était ça le bouquin. Ouais, je crois. Ouais. Le titre, ça fait référence à Silent Spring. C'est un livre qui est sorti en 1960, écrit par Rachel Carson, donc une biologiste américaine qui a vulgarisé les connaissances scientifiques. Et c'est elle la première, on va dire, à rendre vraiment l'info publique, grand public en tout cas, que comme quoi les pesticides détruisaient l'environnement, notamment les oiseaux. Oui, c'était surtout Qui avait ça un gros qui impact était sur la évoqué. biodiversité et que c'est notamment les oiseaux qui étaient impactés, d'où le côté titre le printemps silencieux, qui fait référence au fait qu'on va avoir des printemps sans oiseaux, donc des printemps sans bruit. Et franchement, on commence à le vivre. Oui, Hein. on est clairement. Cette année, je l'ai pas mal vu. Hein. C'était. Ouais. Ça se moi voit un en peu Alsace, moins parce qu'il y a un décalage, je pense, que les insectes cette année, mais c'était assez flagrant hein, quand même. J'en ai pas vu beaucoup. Hein, ouais. Et les papillons encore moins. Et les oiseaux, ça se voit un peu moins. C'est surtout selon les espèces qu'on va le voir. Mais, ouais, c'était et les milieux. Mais ouais, c'est Mais ça. ouais, ça se voit. Ça dépend les espèces et tout. Ça dépend où t'es. Où t'es localement, Ouais. l'environnement proche. En Alsace, là, chez ma famille qui vit dans le nord de l'Alsace, il n'y a que des champs de maïs autour. Mais littéralement, il n'y a pas d'oiseaux. Les seuls oiseaux qu'il y a, c'est quelques corvidés qui se baladent. Et c'est calme, c'est silencieux. Même les cigognes, c'est devenu rare en Alsace. c'est n'importe quoi. Non, vraiment, c'est glauque. Et du coup, voilà, Silence dans les champs, le titre fait référence à ça. Et Silence dans les champs, effectivement, fait plus référence parle de l'agriculture en Bretagne.
Bah oui. Et enfin, j'ai oublié ce que je voulais dire. La fatigue est présente, j'allais dire un truc, je l'ai oublié au moment où je De pensais. toute façon, on est sur la fin là. Oui, bah, de toute façon, là, comme vous voyez, on a abordé les gros thèmes principaux qui sont ressortis. Il restera des choses à voir. Alors, je sais pas si on fera un truc dans comment dire, dans cette organisation comme ça. Il y aura toujours, de toute façon, l'interview, les 2 interviews enregistrées, parce que là, pour ces questions-là, c'est Raz, il y avait uniquement Raz qui parlait, mais après, il y a l'autre personne de l'institution qui revient. On parlera d'autres sujets, et je sais pas quand ça aura lieu, hein, par contre, ça on verra. Donc il y a tout ce qui est institution, donc l'Office français pour la biodiversité et l'ANSES, hein, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui vont être évoqués. Les pressions, les possibilités d'engagement aussi personnelles. Éventuellement, on a un peu évoqué ça tout à l'heure quand même. Et puis après, ça va être surtout tout ce qui est quelle alternative, qu'est-ce qu'on peut proposer, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, etc. Et à la fin, il y a un petit appel à comment on peut se mobiliser autrement. Bon, c'est très très court ça à la fin, mais pour donner un peu d'espoir, c'est pas trop mal. Voilà, bah écoute, le chat, merci à tout le monde d'être resté aussi et d'avoir été aussi actif aussi dans le chat. J'ai remercié personne, je me permets là de faire un petit point. On n'a pas eu le temps de remercier et tout, mais merci beaucoup pour les gens qui sont venus par les raids, qui sont restés, qui ont suivi la chaîne, qui ont peut-être suivi aussi sur leur réseau. Je vais remettre ça une dernière fois quand même. Hop, Plantophage et le bruit des racines. N'hésitez pas à checker et à soutenir aussi la ferme florale de Solène. Et évidemment, les gens qui vont faire des subs en début de live, merci beaucoup du soutien. Et peut-être des gens qui sont abonnés aussi sur Ulule, je sais pas. Mais ça permet de faire ce type d'émission, et puis bon, d'autres émissions plus régulières, mais ce type d'émission qui demande quand même pas mal de préparation. Ça me fait un petit filet de sécurité, on va dire, au niveau économique. Donc merci beaucoup, et puis c'était un plaisir évidemment de vous avoir, Plantophage et Solène. Merci beaucoup du temps que vous avez pris. On est tous Merci à toi. très occupés, donc vous avez pris sur votre temps de repos, notamment pour venir là. Merci beaucoup. Puis on verra si vous revenez tous les deux, ou si je fais tout seul, ou s'il y a que... je sais pas, on verra comment on s'organise pour la suite. Les gens sont contents, en tout cas dans le chat. Ça a l'air d'avoir plu, et c'est le plus important, je pense. Et on essaiera de remettre ça en rediff, je sais pas trop quand, sur YouTube. Et je crois que tu voulais mettre ça aussi sur ta chaîne, Plantophage, potentiellement. Ouais. Donc, je le mettrai aussi sur ma chaîne. Donc voilà. Brut. Très très cool. On va faire une petite conclusion comme ça pour YouTube. Merci encore. Et puis moi je reviens après, juste pour débriefer. Si vous voulez, vous pouvez rester, mais sinon je serai tout seul. Au revoir tout le monde. Au revoir YouTube. Restez là présent dans le chat. On revient. Je vais mettre la petite scène de fin pour que ça soit plus simple à couper. et puis à la prochaine, hein, du coup. On finira tout ça ensemble. Merci tout le monde, et merci encore Plantophage et Solène. Salut tout le monde. Salut.